au dernier mémoire de DU. Malheureusement, Léo n'est pas là, mais on va quand même le présenter rapidement. Et après, on aura encore quelques cas cliniques si vous n'êtes pas fatigué. En attendant Léo, pas d'association entre thrombose de la veine dorsale profonde et drépanocytose. Dans votre vaste, parce que vous avez une expérience énorme dans la drépanocytose et son priapisme. Non. Alors, l'un des cas de thrombose veineuse profonde, c'était un post-Covid, mais il a aussi une maladie de Crohn. Oui. Donc, il a une maladie auto-immune. Et voilà. Et alors, celui-là, en plus, souffre depuis de priapisme nocturne intermittent. Et donc, je l'ai adressé au professeur Ludovic Drouet. Et bon, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Je voulais un petit peu savoir si, sur le plan hématologique, il y avait des... Est-ce qu'il faut chercher systématiquement une maladie auto-immune chez ces malades-là, chez ces patients? Ou une hémopathie. Ou une hémopathie. J'ai peut-être avant une maladie inflammatoire, une thrombophilie éventuellement sur antécédents familiaux, mais après. Et alors, oui, le premier de ces trois cas, qui n'était pas lié au Covid, c'est un patient qui avait un facteur 5 hétérozygote et qui avait thrombosé une fois dans une veine, je crois, une veine profonde du mollet, si je me souviens bien. C'était la SAFEN. D'accord, je ne me souvenais plus très bien. En tout cas, bon. Voilà. Juste une petite question. Bon, ben on va fermer la thrombose. Oui. Peut-être. Pardon, vas-y. Peut-être pour l'un des patients qui, peut-être pour l'un des patients qui arrivait du coup avec sa thrombose veineuse de la veine dorsale profonde, associée à un priapisme. Du coup, ça a changé quelque chose dans la prise en charge? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Alors non, nous on n'a pas eu associé au priapisme. Non, c'est dans les cas qu'il a présentés. C'est dans les cas dans la littérature. Okay. Mais nous, on n'a pas eu ça. Nous, c'était surtout une douleur importante et des médecins généralistes qui ne savaient pas quoi faire de ça. Pour répondre quand même à Eric, on a répondu un peu vite. C'est vrai qu'on a une énorme expérience des patients sous drépanocytaires, mais on ne les voit pas. On a édicté un traitement, mais on ne fait pas d'échographie. Ou peut-être tu as fait quelques échographies à l'époque à Mont-d'Or, mais tu n'avais rien trouvé de spécial. Non, j'ai jamais trouvé de thrombose de la veine dorsale profonde. Depuis qu'on on leur a mis en place un protocole de traitement et de traitement préventif, on en voit très rarement des patients. C'est pour ça qu'on n'a pas... et on ne les voit pas en post-traitement. Mais je pense qu'il n'y a pas de... Finalement, le peu qu'on a vu qu'il n'y avait pas de thrombose. Bon, ben on va fermer ce chapitre, en tout cas en remerciant Fanny de ce travail, parce que, à mon avis, il est important. C'est une pathologie pas connue et en tout cas, il faut la rechercher. Et certainement sous-estimée. Oui, tout à fait. Alors, je vais me faire le porte-parole de Léo Fréchier, qui a été pour ceux qui ne... un de nos étudiants, comme on disait, du DU, et à qui j'avais demandé de regarder l'anatomie des fuites veineuses superficielles isolées et donc place dans la dysfonction érectile. Alors, comment ont été sélectionnés ces patients? Ce sont des patients qui ont été sélectionnés à partir de l'analyse des 392 cavernoscanners qu'Hélène et moi avons fait pendant le premier confinement. On a trouvé
20 patients qui répondaient aux critères que je souhaitais, qui était une fuite veineuse purement isolée à l'écho-doppler pénien et au cavernoscanner. Il y a quelquefois des distorsions entre ce qu'Hélène diagnostique à l'écho-doppler pénien et les résultats du cavernoscanner pour des raisons très simples à comprendre. C'est que l'un des examens est dynamique à un temps donné et le cavernoscanner est statique. Et même en regardant les coupes natives, comme vous le faites, il est statique. Donc, on a sélectionné de façon très rigoureuse 20 patients du centre, donc, et la fuite veineuse superficielle isolée, donc ça fait 20 sur 392. Ça supposait qu'il n'y avait pas de fuite veineuse profonde, donc la veine dorsale profonde, même si on la voyait, elle ne fuyait pas. Deuxièmement, qu'il n'y avait pas de fuite par le fond des corps caverneux et il n'y avait pas de fuite par cavernosospongieuses. Sinon, on aurait regroupé une 60aine de patients. Donc, qu'est-ce qu'a fait Léo? Il a regardé et il a regardé quels étaient les faits. Il propose une classification, on aura les chiffres après. Drainage latéral, c'est-à-dire une veine dorsale superficielle vers la veine grande saphène ou la veine fémorale superficielle, ou les deux. Un drainage dorsal vers la dorsale superficielle, terminaison de la veine dorsale profonde, ou les plexus veineux rétropubiens, ou la veine pudendale interne, ou la veine iliaque interne. Donc, ce sont des veines que, d'ailleurs, qu'Hélène voit habituellement maintenant assez bien. Et troisièmement, des drainages sur des anomalies morphologiques globales sur lesquelles Eric a attiré notre attention à force de les regarder en salle d'op et qu'on a appelé dystrophie veineuse superficielle. Donc, on aura la répartition des cas, de ces 20 cas, quand le travail sera complètement achevé. La recherche des autres causes organiques possibles de dysfonction érectile, donc, afin d'évaluer la part de la fuite veineuse superficielle dans la dysfonction érectile. Donc, il a trouvé que 75% de ces 20 cas, les fuites étaient latérales, les autres étant beaucoup plus rares, et donc une population jeune. Et surtout, il a noté les résultats très encourageants de la chirurgie avec une amélioration de la HS de 25% environ, mais surtout un franchissement de la valeur 3 de l'EHS dans 90% des cas. C'est une étude limitée puisque là, il y avait dans cette série 8 patients opérés. Et c'est pour vous montrer simplement ce que je souhaitais, c'est attirer l'attention, qu'on attire l'attention sur ces fuites veineuses superficielles isolées que l'on voit bien. Alors, il ne l'a pas décrit là, mais souvent, ce qu'on voit, ce sont des drainages qui commencent par la veine dorsale profonde et puis à mi-verge, au tiers, presque à l'union du tiers médian et du tiers distal, du tiers proximal, je veux dire, on voit deux branches qui s'en vont vers les fémorales communes que j'ai un peu assimilées donc à ces retours veineux pulmonaires anormaux. Voilà. Éric, tu veux faire un commentaire? Une question. Parce que ces branches qu'on voit naissant à cette jonction tiers proximal, tiers moyen, et qui vont après vers les saphènes, les crosses de saphènes, est-ce que vous pensez que ce sont des aberrations, des anomalies, ou est-ce que vous pensez que ce sont simplement des voies naturelles et physiologiques et fréquentes qui s'ouvrent? Est-ce que ce sont des néos? Est-ce que ce trajet-là est-il une anomalie? Alors, est-ce que ça existe? Est-ce que ces veines-là existent chez les gens qui n'ont pas de fuite? on ne leur a pas fait de cavernoscanner aux gens qui n'ont pas de fuite. C'est ça le problème. Alors, je me suis retourné. Oui, non, mais il y a aussi les patients à qui on fait des cavernoscanners et chez qui on ne trouve rien. Oui, Ouais. oui.
Oui, mais c'est. Donc, c'est, Mais peut-être que leurs veines sont bloquées. Oui. Elles existent, mais elles. Alors, je vais répondre comme Sarkozy, c'est une très bonne question et je Merci vais de y l'avoir répondre. posée. Merci de l'avoir posée. Alors, moi je pense, j'ai regardé j'ai pas trouvé cette anomalie décrite dans la thèse d'anatomie de 1902. Je crois que tu t'es procuré aussi, et dans pratiquement toutes les anatomies post-mortem, avec injection et autres, je n'ai pas trouvé d'écrite. Je n'ai pas trouvé d'écrite. Ce n'est pas une réponse, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé d'écrite. Moi, j'ai tendance à penser que c'est une anomalie de développement. Est-ce qu'elle est forcément toujours pathologique ou non? On n'en sait rien. Mais ce qu'il y a d'absolument certain, c'est que sur nos cavernoscanners, quand on fait le test pharmacologique et qu'on injecte 10 millilitres, c'est ce qu'on voit fuir en premier de façon massive. C'est une voie préférentielle de drainage qu'on ne trouve pas chez les gens à qui on fait. Donc, le seul moyen de résoudre le problème serait de pouvoir faire des échographies dynamiques à des gens à qui on soumettrait une simulation sexuelle visuelle pour mimer une érection normale. Tu vois le travail déjà où il faudrait mettre des Dopplers automatiques. Si tu veux. Je ne vois pas comment on peut résoudre le problème de savoir si ce sont des anomalies morphologiques vraies ou des variantes de veine dorsale profonde. Et comment tu l'appelles, Gongli Gaglang, le Formosan qui a la plus grosse expérience avec nous, ne répond pas à la question non plus, ni dans ses schémas, ni rien. Voilà. Voilà. Quelqu'un a un commentaire à faire chez les gens qui sont à l'extérieur? Christophe, peut-être? Non? Non, pas de commentaire, non, non. Pardon? Étienne, toi qui as regardé beaucoup de cavernoscanners. Bah, ouais, j'ai pas beaucoup plus de commentaires, non, effectivement, que tout ce que vous avez dit. C'est qu'on voit des drainages sur un réseau superficiel qui est inattendu parfois après de la chirurgie, avec un développement anarchique qu'il est difficile de comprendre sur le mécanisme, avec des images parfois impressionnantes suite à la chirurgie, quoi. Bien. Donc, on avait à vous montrer quelques cas cliniques. Je crois qu'on a vu on a oublié personne sur les mémoires, je crois pas. Il nous manque celui de Abi, mais Abi a disparu.